Bonjour à tous et bienvenue dans la présentation de ce nouveau projet où nous avons construit ce qui est un peu plus qu'un chatbot, un assistant de vente privé destiné à une plateforme de vente que nous avons développé d'une manière un peu plus rapide avec Django, car il faut bien que l'assistant fonctionne sur un site. Pour réaliser ce projet, nous avons utilisé le modèle open source, Llama, et ChromaDB comme base de données vectorielle. Ensuite, nous avons extrait toutes les données de la plateforme, je veux parler du site de vente, et ces données sont stockées dans une base de données SQLite. Et enfin, un routeur sémantique a été implémenté, ce qui permet de router intelligemment les requêtes selon deux catégories différentes. Nous parlerons plus en détail de ces catégories dans la présentation technique de ce projet. Alors, permettez-moi de vous expliquer un peu le contexte dans lequel s'inscrit ce projet. RF est le site de vente dont je vous ai parlé au début de cette présentation. C'est un site de vente de parfums, comme vous pouvez le voir juste là. Juste une petite parenthèse, ces images ont été prises au hasard sur Google juste pour la réalisation de ce projet. Nous ne vendons pas réellement ces parfums. Et donc pour revenir à l'explication, cette plateforme fonctionne de manière assez traditionnelle. Quand un client se rend sur le site, il commence par chercher ce qu'il veut, disons par exemple des parfums pour femmes. Il doit soit utiliser cette barre de recherche assez old school pour préciser le nom du produit, soit parcourir toutes les pages produits. Le problème est que cela représente une perte de temps, et chaque fois que le visiteur fait une recherche en utilisant la barre de recherche, l'interface se recharge complètement et cette expérience utilisateur est vraiment dépassée. C'est pourquoi dans le cadre de ce projet, nous avons décidé d'implémenter un assistant de vente personnalisé basé sur un modèle de langage que vous pouvez apercevoir juste là, dans le coin inférieur de l'interface. Imaginez maintenant la différence d'expérience. Au lieu de naviguer dans des menus complexes, le visiteur peut simplement poser des questions en langage naturel. Par exemple, il peut simplement demander quels sont les parfums que vous vendez. Je vais faire un copier-coller du texte pour ne pas vous faire perdre du temps. Et le client obtient une réponse assez immédiate sans avoir à parcourir toutes les pages produits. Alors, ça me demande de me connecter pour avoir un service digne de RF. Je vous expliquerai dans quelques secondes pourquoi ça me demande ça. Il y a un autre truc encore plus intéressant qui est un avatar hyper réaliste intégré. Je vous le montre. Alors, pourquoi avoir intégré un avatar? Ces genres de projets peuvent vraiment convenir aux sites de beauté ou de mode, car l'expérience client est extrêmement importante dans ces secteurs d'activité. Cet avatar représente l'assistant et peut même avoir accès à l'historique d'achat du client. Vous comprenez maintenant pourquoi on nous demandait depuis tout à l'heure de nous connecter pour avoir un meilleur service. Le client peut se connecter à son compte et l'assistant le reconnaît personnellement et peut lui conseiller des produits spécifiques à ses goûts et en fonction de son historique d'achat. Je vais vous faire une petite démonstration. J'ai créé un client fictif avec un historique d'achat et nous verrons bien ce que l'assistant nous propose.
que une fois le client connecté, l'assistant reconnaît particulièrement le client et comprend également ses requêtes un peu complexes et lui présente directement les produits qui correspondent à ces critères. Il est également possible de faire du vocal et d'avoir une réponse vocale de l'assistant. C'est un peu comme une discussion avec un conseiller en boutique. Voilà un peu pour cette présentation. Cette approche modernise complètement les sites de vente, améliore drastiquement l'expérience utilisateur et peut potentiellement augmenter significativement les revenus. En ce qui concerne l'approche de développement de ce projet, nous avons procédé en plusieurs étapes, dont la première étape consiste à développer l'assistant, ensuite une seconde sur le développement du site et l'intégration de l'assistant, et peut-être une troisième et dernière étape qui sera le déploiement de ce projet sur AWS, car nous ne l'avons toujours pas déployé. J'espère que pour ce projet, l'énoncé du problème est parfaitement clair. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai l'architecture technique de cette solution. Merci pour votre patience et à très bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de présentation qui porte sur l'architecture technique de notre projet. Alors, peut-être que vous êtes en train de vous demander pourquoi une première partie. Juste pour la simple raison que, comme pour tout bon projet d'envergure, nous avons divisé le développement en plusieurs phases distinctes, ce qui nous a permis de mieux gérer la complexité de chaque tâche et aussi d'accorder plus de concentration à chaque étape. Du coup, cette première partie se concentre sur la création des fondations de notre assistant de vente. Et donc, pour parler de fondation, notre assistant est conçu pour traiter deux types de questions bien distincts. D'un côté, nous avons des questions fréquemment posées. Vous savez, ces questions récurrentes que se posent les clients, comme puis-je retourner un parfum ou quels sont les moyens de paiement acceptés. Et de l'autre côté, nous avons les demandes liées aux produits. Des questions plus spécifiques comme quels sont les produits que vous vendez ou montrez-moi vos parfums les plus populaires. Cette distinction est importante car elle détermine comment notre système va traiter et répondre à chaque type de demande. Pour gérer efficacement les questions fréquemment posées, nous utilisons une approche basée sur la recherche sémantique. Pour expliquer un peu ce que c'est la recherche sémantique, en fait, c'est ce que nous utilisons dans la vie de tous les jours. Je veux parler de Google. Quand un utilisateur tape un mot ou un texte dans la barre de recherche Google, l'algorithme derrière Google utilise la recherche sémantique pour proposer des résultats à l'utilisateur. Et donc, qu'est-ce qui se passe exactement? Quand nous tapons par exemple un mot dans la barre de recherche Google, ce mot passe par un processus de vectorisation, c'est-à-dire le mot est transformé en vecteur et ensuite ce vecteur est comparé à tous les sujets sur lesquels l'algorithme de Google a été entraîné. Ces sujets sont également représentés sous forme de vecteurs et les sujets qui sont en fait beaucoup plus similaires à ce que nous avons tapé dans la barre de recherche nous sont proposés à la fin par ordre de similarité. Et ce qui est utilisé pour avoir cette similarité est appelé la similarité cosinus. Pour vous montrer plus concrètement de ce quoi je parle, vous pouvez tout simplement faire ceci. Vous allez sur Google et vous tapez Hugging Face. Et donc c'est ce premier lien. Alors, il faut d'abord se créer un compte. Moi, je suis directement connecté car j'ai un compte. Ensuite, on ira dans modèle et on va filtrer pour avoir que des modèles français. Après, on revient dans Task et on ira dans NLP. Ici, Sentence Similarity. Donc, bon, je vais choisir un modèle au pif. Je vais choisir ce premier modèle. En fait, Hugging Face est une plateforme où on a plusieurs modèles en open source. Donc, on peut utiliser ces modèles pour faire des tests ou bien pour tout type de projet. Donc ici, on va tester la similarité de quelques mots.
On va prendre par exemple le mot voiture. On va comparer voiture à automobile et véhicule. Alors, on peut ajouter plusieurs autres mots en faisant add sentence. Bon, on va garder que ces deux mots. Vous voyez, automobile est similaire à 87% au mot voiture et véhicule à 95% au mot voiture. Donc, c'est exactement ce qui se passe quand nous tapons un mot ou bien du texte dans la barre de recherche Google. Ce que nous tapons est vectorisé et ensuite comparé à plusieurs sujets sur lesquels le modèle de Google a été entraîné. Et donc, ces sujets sont également sous forme de vecteurs. Et ce sont les sujets avec un très grand taux de similarité avec ce que nous avons tapé qui nous sont proposés à la fin. Et bien sûr, cet algorithme a un taux de similarité. Ça peut être, par exemple, fixé à 60 ou 70%, c'est-à-dire ce sont les sujets avec un taux de similarité supérieur à 70% par exemple, ou 80% qui nous sont proposés à la fin. Mais il faut faire également très attention car ces modèles sont biaisés, c'est-à-dire ils dépendent de l'environnement dans lequel ils ont été entraînés. Si vous prenez par exemple un modèle qui a été entraîné dans un milieu où les mots ne sont pas employés dans leur contexte adéquat, alors ces similarités que vous obtiendrez seront biaisées car ils ne reflèteront pas vraiment le sens des mots que vous lui donnez. Pour vous donner un exemple, vous pouvez tout simplement chercher la similarité entre les mots euh, paix et guerre par exemple. Bon là je vais mettre un mot au hasard, bus. Alors pourquoi j'ai choisi ces mots? Quand on parle de guerre, on parle souvent de paix. Vous verrez que ces mots sont des antonymes, mais ils auront là une similarité assez forte. Vous voyez, la paix est similaire à 60% à la guerre. Or, ce sont vraiment des antonymes. Du coup, voilà un peu ce qui peut faire faillir un peu ces modèles. Pour finir avec cette parenthèse, je vais vous montrer un peu ce que c'est la vectorisation et la similarité cosinus. Alors, je vous amène vite fait sur ce projet sur lequel j'ai bossé pour vous montrer ce que c'est la vectorisation. En fait, la vectorisation ressemble à ça. Quand on a par exemple un texte, alors ce texte est transformé en vecteur, c'est ce que vous voyez là, et ce vecteur est ensuite donné à un modèle. Donc dans notre cas d'exemple, c'est le modèle de Google, et ce modèle va comparer à d'autres sujets dans sa base de données et enfin nous proposer tout ce qui est similaire à ce que nous avons tapé. Donc pour vectoriser un mot ou un texte, nous avons plusieurs manières de faire de la vectorisation. On parle également de l'extraction des caractéristiques. Donc nous avons plusieurs manières de faire de la vectorisation qui sont le label encoding, le one-hot encoding, le n-gram, TF-IDF, word embedding. Je ne vais pas expliquer comment fonctionne chaque méthode pour faire de la vectorisation car ça rendra cette vidéo assez longue. Mais dans le cadre de notre projet sur l'assistant de vente, nous avons utilisé le word embedding, la dernière méthode, également appelée sentence embedding pour faire de la vectorisation. Pour finir, voilà à quoi ressemble la similarité cosinus. Ici, nous voulons voir combien de fois les matériaux, c'est-à-dire mastic et planche, sont proches du groupe colle et adhésif. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous vectorisons d'abord les mots mastic et planche grâce au word embeddings ou sentence embeddings. Alors, pour rendre les trucs beaucoup plus simples, nous avons pris des coordonnées en 2D. Mais en vrai, ces vecteurs sont de taille 300. Donc, bon courage à vous si vous voulez représenter des vecteurs de taille 300. Et nous représentons chaque mot dans le plan, ce que vous avez juste là à côté. Après, nous regardons l'angle qui sépare chaque vecteur. Là, nous avons l'angle entre les mots mastic et collier adhésif. Et ici, c'est l'angle entre planche et collier adhésif. Et à la fin, nous calculons le cosinus de cet angle et le chiffre que nous obtenons représente la similarité entre
le mot que nous entrons et le mot avec lequel nous voulons comparer. Plus l'angle est grand, plus la similarité sera faible, et plus l'angle est petit, plus la similarité sera forte. Maintenant, après avoir expliqué ce que c'est la recherche sémantique, pour revenir au projet, ce que nous faisons, c'est que nous collectons toutes les questions de notre site web. En fait, je veux parler de ces questions que vous voyez affichées sur le site. Excusez-moi, donnez-moi quelques secondes que je vous les montre. Voilà, juste là. Et donc, nous organisons ces questions et réponses dans un fichier structuré. Dans notre cas, c'est un CSV. Et bien sûr qu'il n'y a pas que ces questions. Nous avons recueilli bien plus que ça sur d'autres sites de vente de parfums. Ensuite, nous transformons ces données en vecteurs et les stockons dans ChromaDB. C'est une base de données vectorielle spécialement conçue pour la recherche sémantique. L'astuce technique ici, c'est que nous générons des vecteurs uniquement pour les questions, pas pour les réponses. Les réponses sont stockées en métadonnées, ce qui permet de bien optimiser notre processus de recherche sémantique. Pour la gestion des produits, nous adoptons une approche un peu plus différente. Ici, nous collectons les données produits directement depuis le catalogue du site, donc chacun avec ses informations détaillées telles que le prix, la description, l'évaluation et autres. Ensuite, ces données sont stockées dans une base de données SQLite qui est parfaite pour ce type d'application car elle est légère, rapide et idéale pour les requêtes structurées. Cette approche nous permet de faire plus tard des recherches complexes sur les produits, comme filtrer par prix, par catégorie, par note, tout ce dont les clients ont besoin pour trouver le produit parfait. Voici maintenant le cœur du système, l'architecture complète de l'assistant de vente personnel. Alors, tout commence par un routeur sémantique. Donc, c'est ce routeur qui analyse chaque question du client et détermine intelligemment s'il s'agit d'une question fréquente ou d'une demande de produit. Si c'est une question fréquente, le système interroge notre base de données ChromaDB, trouve les questions similaires grâce à la recherche sémantique, récupère la réponse stockée en métadonnées et la transmet au LLM qui génère une réponse naturelle et personnalisée. Et si c'est une demande de produit, le processus est différent. Le LLM transforme la question émise en langage naturel en une requête SQL précise. Cette requête est exécutée sur notre base de données SQLite et les résultats sont reformatés par le LLM en langage naturel. Alors, dans ce schéma, je n'ai pas pris en compte le cas d'utilisation de l'avatar. Pour avoir l'avatar, nous avons utilisé une API de iGen. iGen, c'est une plateforme qui permet de faire des vidéos ou des présentations en utilisant des IA ou des avatars. Donc, dans le cas où le client utilise plutôt l'avatar, tout le schéma reste inchangé jusqu'à ce niveau-là. Les réponses sont transmises à l'avatar et l'avatar les répète tout simplement. Voici un exemple pour mieux expliquer les requêtes appliquées sur notre base de données SQLite. Un client demande par exemple, montrez-moi tous vos meilleurs produits avec une valeur inférieure à 80 euros. Ce qui se passe, c'est que notre LLM, la masse que nous utilisons, va analyser cette demande et la transformer automatiquement en requête SQL. Voilà la requête SQL correspondante à cette question. Ensuite, cette requête est exécutée sur notre base de données SQLite pour avoir le résultat et enfin transmettre le résultat au client en langage naturel. Maintenant, passons à la deuxième partie du projet qui est le développement du site web. Alors, je voudrais bien signaler que je ne suis pas un développeur web. L'objectif de cette présentation est de parler beaucoup plus de l'assistant qui a été conçu en utilisant les LLM et en faisant du RAG, qui sont des domaines de la data science. Alors, pour cette partie, je ne parlerai que des grandes lignes, du coup, ça sera très rapide. Donc, pour avoir ce site web que vous avez vu tout à l'heure,
On a d'abord commencé par construire le front-end en utilisant HTML5 et CSS3 pour créer ce design épuré et professionnel. Il y a aussi du JavaScript pour gérer les interactions du chatbot et de l'utilisateur. Après, pour le back-end, nous avons utilisé Django, un framework Python qui offre une architecture parfaitement adaptée à notre projet. Je veux parler de sa structure modulaire. Lors du développement, nous avons organisé l'application en modules distincts. Un module catalogue pour la gestion des produits, un module paiement pour les transactions, un module chatbot pour notre assistant, ainsi de suite. Ensuite, du côté de la base de données, c'est du SQLite pour le développement et le stockage de nos produits. Enfin, l'architecture s'enrichit grâce à l'intégration de services externes, tels que Llama pour l'intelligence conversationnelle de notre assistant, Agent pour créer un avatar virtuel qui humanise l'expérience, Stripe pour les paiements par carte bancaire, et PayPal pour offrir des alternatives de paiement. Enfin, la troisième et dernière partie, le déploiement. Jusqu'à là, nous n'avons toujours pas déployé le projet car nous comptons apporter encore plus d'améliorations, mais nous envisageons le déployer sur Amazon Web Services. Nous voilà à la fin de cette présentation. Merci pour votre écoute attentive et à très bientôt pour d'autres projets.